Il faut vraiment se représenter la scène, parce que c'est presque surréaliste. On a un homme confortablement installé dans son salon. Mhm. Il est en train de jouer à Mario Kart, de lire les infos sur le web et même de régler la lumière de la pièce. Une petite soirée tranquille, quoi. Voilà, une scène du quotidien totalement banale. Sauf que, et c'est là que ça devient fou, cet homme, il est tétraplégique. Exactement. Il fait absolument tout ça, les mains vides, sans prononcer le moindre mot, uniquement par la pensée. C'est vraiment bluffant quand on y pense. Totalement. Et donc, nous sommes le 28 mars 2026. Et pour ce grand décryptage d'aujourd'hui, on va se baser sur une enquête absolument monumentale qui a été publiée il y a 5 jours par Block News. Une enquête très fouillée, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Notre mission aujourd'hui, dans notre format très dynamique habituel, c'est vraiment de décortiquer la technologie qui se cache derrière ce miracle médical. Et aussi de comprendre la guerre financière énorme qui se joue en coulisses. Ouais, et on va surtout aborder la question qui fâche, celle que l'industrie essaye un peu de glisser sous le tapis concernant l'intimité de nos données neuronales. C'est un point crucial, en effet. Bon, allez, déballons tout ça. Quand on lit les sources, la première impression qu'on a, c'est vraiment d'assister à de la télékinésie, genre de la pure science-fiction. C'est vrai que ça en a tout l'air. Mais il n'y a aucune magie là-dedans. Tout repose sur un petit éclat de titane et de verre d'à peine 23 mm de diamètre qui est implanté directement dans un crâne humain. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est qu'on parle plus du tout de petites expérimentations isolées dans des labos un peu obscurs. Non, c'est du concret là. Totalement. En fait, on assiste en temps réel à un changement de paradigme fondamental dans l'histoire de l'interaction entre l'humain et la machine. Avec des enjeux économiques délirants. Ah bah, les données économiques du rapport de Block News sont hyper claires là-dessus. Le marché mondial des interfaces cerveau-ordinateur, il est projeté à près de 12,87 milliards de dollars d'ici 2034. C'est juste énorme. C'est la naissance d'une industrie lourde, en fait. Une industrie très structurée qui passe carrément de la science-fiction à une vraie commercialisation à grande échelle. Mais du coup, pour bien comprendre comment on en est arrivé à ces milliards, il faut remonter un peu le temps et zoomer sur le Texas. En janvier 2024. L'histoire de Nolan. Ouais, Nolan Darbaoux. À cette époque-là, il a 29 ans. L'enquête rappelle qu'il a eu un accident de plongeon en 2016. Sa moelle épinière a été gravement endommagée. Il se retrouve tétraplérique, paralysé à partir des épaules. C'est ça. Et l'article détaille bien son quotidien avant l'arrivée de l'implant. Sa seule façon d'utiliser un ordinateur, c'était de tenir un long stylet dans sa bouche. Ce qui est épuisant physiquement. Mais complètement. Et en plus, il dépendait constamment d'un proche ou d'un soignant juste pour réajuster sa position devant l'écran. 8 ans comme ça, à ressentir une perte de sens, des journées sans véritable but. Jusqu'au fameux point de bascule, le 29 janvier 2024. C'est là que Nolan devient le Patient One, le fameux P1, pour l'entreprise Neuralink. L'intervention a lieu au Bashaw Neurologic Institute, à Phoenix. Et alors, le détail technique de cette opération, qui est juste dingue, C'est que c'est pas un humain qui opère. voilà. Aucun chirurgien humain ne serait capable d'atteindre le niveau de précision requis pour ça. Ah ouais, c'est fou. En fait, c'est un robot chirurgical automatisé qui se charge de percer le crâne et d'insérer 64 fils dans le cortex moteur de Nolan. Et la description de ces fameux fils dans l'article, moi, ça me donne presque le vertige. C'est microscopique. Vraiment, On parle de filaments en polymère qui sont 20 fois plus fins qu'un cheveu humain. 20 fois. Et le robot doit littéralement les coudre dans le tissu cérébral. Tout en évitant le réseau sanguin pour pas provoquer d'hémorragie, bien sûr. Et au bout de ces 64 fils, on trouve un total de 1024 électrodes. Un réseau de capteurs hyper dense. Exactement. Et pour bien visualiser la mécanique, j'ai une analogie que j'aime bien utiliser. C'est un peu comme si on branchait un stéthoscope ultra sensible. Mais pas sur le cœur. Non, pas sur le cœur pour écouter les battements, mais directement sur l'intention humaine. L'implant N1, de la taille d'une pièce de monnaie, il écoute l'activité électrique générée par la simple envie de bouger. C'est une super métaphore. Si Nolan pense à déplacer sa main droite, le muscle ne reçoit plus le message à cause de sa lésion. Mais le stéthoscope neuronal, lui, il capte cette intention à la source, dans le cerveau, et il la traduit instantanément en mouvement de curseuse sur l'écran. Sauf que le traitement de ce signal, c'est un défi d'ingénierie colossal. Parce que le cerveau humain, il fonctionne par ce qu'on appelle des spikes. Des décharges électriques soudaines, c'est ça Ouais, émises par les neurones. Le processeur de l'implant doit filtrer, amplifier et numériser tout ça en temps réel. Et ça a marché super vite pour Nolan.
Les résultats documentés montrent qu'il a atteint une vitesse de transfert de 9 bits par seconde. Ce qui a littéralement pulvérisé les anciens records mondiaux pour ce type d'interface serveur-ordinateur. Et au pic de son utilisation en 2025, il l'utilisait jusqu'à 10 heures par jour pour naviguer sur le web, dessiner ou faire ses parties de Civilization 6. Mais l'enquête insiste aussi sur autre chose. Au-delà de la prouesse technique, il y a une transformation psychologique majeure. Le fait de retrouver le contrôle. Exactement. Ça lui a redonné une vraie capacité d'action. Il a même repris des cours de neurosciences et commencé à fonder sa propre entreprise. Bon, mais attends, avant qu'on transforme cette analyse en une pub parfaite pour la tech médicale, il faut qu'on parle de l'éléphant dans la pièce. Ah, le fameux couac biologique. Ouais. L'enquête consacre une grosse section à un incident majeur au printemps 2024. Le conte de fées a percuté le mur de la réalité biologique. Disons que l'ingénierie matérielle a un peu sous-estimé la mécanique des fluides de notre corps. Le cerveau, il n'est pas fixé bêtement dans la boîte crânienne. Il flotte. Voilà, il baigne dans le liquide céphalo-rachidien. À chaque fois qu'on respire, à chaque mouvement de tête, le cerveau se déplace d'1 ou 2 millimètres. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'implant, lui, il est ancré solidement dans l'os du crâne. Donc si le cerveau bouge, mais que l'implant reste fixe. Ça tire sur les câbles électriques. Logique implacable. Les fils subissent une tension. L'article révèle que plus de la moitié des 64 fils de Noland se sont carrément rétractés. Ils sont sortis du tissu cérébral. Du jour au lendemain, baisse drastique du nombre d'électrodes actives. Et Noland perd la fluidité de son contrôle. Mais, et c'est là que je suis restée perplexe en lisant, c'est la façon dont ils ont géré ça. Comment on répare un câble physiquement débranché dans un cerveau, juste avec une mise à jour logicielle? Ça paraît contre-intuitif, c'est vrai. La ligne de code, elle va pas faire repousser le fil physiquement. Bah non, c'est impossible. En fait, la solution qu'ils ont trouvée illustre un pivot fascinant vers l'intelligence artificielle. Face à la perte des signaux, réopérer le patient, c'était beaucoup trop risqué. Trop de risques d'infection ou de lésion, oui. Donc l'équipe a gardé les électrodes restantes. Le problème, c'est qu'elles ne captaient plus qu'un signal hyper faible, très dégradé. Un bruit de fond. Et l'IA est entrée en jeu. Exactement. Ils ont entraîné des algorithmes de machine learning à deviner l'intention de mouvement à partir de ces bribes de signaux. L'article compare ça à un logiciel de restauration d'images, non? Ouais, comme quand on demande à un logiciel de recréer une photo nette à partir de quelques pixels tout flous. Le réseau de neurones artificiels a compensé la défaillance des neurones biologiques. Et ça a marché. Les performances de Noland sont remontées jusqu'à battre à nouveau ses propres records. La résilience algorithmique a sauvé les meubles matériels. Tout à fait. Mais bon, on ne peut pas baser toute une industrie médicale sur des fils qui se détachent au moindre mouvement de tête. C'est clair. Et le constructeur a dû s'adapter. Fin 2025, ils annoncent un changement de protocole chirurgical pour la génération d'implants suivante. Fini le retrait de la dure-mère? Cette fameuse membrane super résistante qui entoure le cerveau. Maintenant, le robot va insérer les fils directement à travers elle. La membrane va servir de point d'ancrage naturel, ce qui réduit énormément le risque que les fils se fassent la malle. Et c'est cette espèce d'agilité prouvée que le logiciel peut rattraper le matériel et adapter la chirurgie en un temps record qui a rendu les marchés financiers complètement dingues. Les chiffres donnent le tournis. En 2026, l'entreprise passe d'un seul patient à 12 patients actifs en Amérique du Nord. L'enquête mentionne Brad, atteint de la maladie de Charcot, qui a pu retrouver une communication super fluide. Une vraie victoire clinique. Mais parlons gros sous, une levée de fonds de 650 millions mi-2025, une valorisation qui tape les 9,65 milliards de dollars en 2026. C'est la dynamique classique de la Silicon Valley, ça. Et milliards de valorisations sans presque aucun revenu commercial. Sauf que là, on ne parle pas d'une appli pour se faire livrer des pizzas. On parle de neurochirurgie lourde avec des crânes ouverts. Ouais, mais les fonds d'investissement comme ARK Invest ou Founders Fund, ils regardent pas le chiffre d'affaires immédiat. Ils valorisent un monopole potentiel sur l'infrastructure de la pensée de demain. Le terme fait presque peur. L'objectif de 2026, c'est la production à grande échelle et l'automatisation quasi totale de la chirurgie. S'il transforme une opération du cerveau en intervention de routine, 9 milliards, ça paraîtra donné. Sauf qu'il y a un énorme obstacle à ce monopole. Et Block News le souligne bien. La concurrence est là, et avec une approche qui a l'air vachement moins, disons-le, barbare. Tu penses à Synchrone ? Courant en cardiologie. Pas de robot, pas de crâne ouvert, beaucoup moins de risques d'infection. Et puis, il y a leur coup de maître en 2025. Ah oui, le partenariat avec Apple.
Leurs patients contrôlent l'écosystème iOS nativement. Donc la question que je me pose en lisant ça, si on peut allumer son iPad via une simple vanne, pourquoi s'obstiner à ouvrir des crânes? C'est la grande division de cette industrie en ce moment. Deux philosophies vraiment irréconciliables. D'un côté, Synchron ou Precision Neuroscience, qui veulent minimiser le risque chirurgical à tout prix. Ce qui est rassurant pour le patient. Oui, mais il y a un problème physique. L'os, la dure-mère et les parois des vaisseaux sanguins sont d'excellents isolants électriques. Ça bloque le signal. Totalement. Écouter les neurones à travers un vaisseau sanguin, c'est comme essayer d'enregistrer une symphonie en restant sur le parking du bout de la rue. Ah ouais, on n'entend rien. On entend les gros booms de la grosse caisse, on peut faire un clic de souris basique, mais on perd toute la subtilité de la mélodie. Et ça, Neuralink ne le veut pas. Eux, ils veulent la symphonie en haute définition. C'est la quête absolue de la bande passante. L'implant N1, il est collé aux neurones. C'est comme mettre un micro-cravate sur chaque musicien de l'orchestre. Donc ils acceptent le côté très intrusif de l'opération pour avoir la donnée la plus pure possible. Exactement. Le but, c'est d'avoir une communication bilatérale à très haut débit. Pas juste un clic, mais un vrai flux de données. Et c'est justement cette soif inétanchable de données brutes qui nous amène à la partie la plus dérangeante de l'enquête. La question de l'intimité. Oui, à qui appartient notre subconscient Terra? L'article explique que ces données extraites par les 124 électrodes n'ont aucun équivalent. C'est pas comme une montre connectée qui compte tes pas ou ton rythme cardiaque. Ah non, on est sur une complexité folle. Les neuroscientifiques expliquent que cette résolution permet de déduire des états cognitifs ultra profonds. C'est ça qui est dingue. Les variations du signal peuvent trahir du stress, une fatigue intense, l'humeur ou même des réactions émotionnelles secrètes face à une image. Et le pire, c'est ce que l'implant capte dans le cortex moteur, le fameux potentiel de préparation motrice. Oui, l'implant détecte l'intention de bouger des millisecondes avant même que la personne n'en prenne conscience elle-même. Mais c'est fou jeu. Ça veut dire que le dispositif lit la pensée avant qu'elle ne soit consciente. C'est l'équivalent d'un micro branché en permanence dans les brouillons de notre cerveau. Et pour protéger cette intimité absolue, on a quoi? Un simple contrat d'utilisation. Tu sais, le truc tout le monde scrolle à toute vitesse pour cliquer sur « J'accepte ». L'entreprise promet de ne pas vendre ses données aux courtiers publicitaires, certes. Mais on sait très bien qu'un contrat, ça se modifie du jour au lendemain par une direction. Et ça soulève le problème du vide juridique immense. En 2026, la loi fédérale américaine n'a toujours aucune catégorie pour les neurodonnées. Même pas protégées comme des données de santé? Non, même pas par la loi IPA. Souvent, c'est juste classé comme des données de télémétrie matérielle, comme l'usure de la batterie de ton téléphone en fait. C'est aberrant. À part le Colorado ou l'État de Washington qui bricole des lois, le cadre légal a 10 ans de retard sur la technologie. Bon, et poussons le scénario du pire juste pour voir qu'est-ce qui se passe si la start-up fait faillite. Dans le droit classique, une entreprise liquidée vend ses actifs et ses serveurs aux enchères. Et les données avec? Voilà. Est-ce que les ondes cérébrales hyper intimes des patients seraient vendues au plus offrant? Ou imagine un rachat hostile par un groupe étranger? En une signature, les données préconscientes de milliers de citoyens changent de juridiction. C'est flippant. Surtout avec les implications géopolitiques soulignées par Blocknews. L'enquête reste très factuelle là-dessus. Elle note que le dirigeant de l'entreprise est impliqué dans les infrastructures de défense, des satellites, etc. Oui, on cite juste l'effet du rapport. L'hypothèse analytique posée, c'est pour eux, que se passerait-il en cas de sanctions économiques internationales sévères? Une entreprise américaine pourrait avoir l'interdiction de fournir des mises à jour. Et donc, des patients en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux Émirats arabes unis pourraient se retrouver paralysés de leur interface motrice juste à cause d'un conflit commercial. C'est le risque. En Europe, on a le RGPD, bien sûr. Ce fameux bouclier. Oui, sauf que le RGPD était pensé pour des empreintes digitales ou de la reconnaissance faciale. L'appliquer à de la lecture d'intention neuronale brute, c'est un casse-tête total pour les régulateurs. Scientifique indiscutable, fruit de décennies de recherche. Mais de l'autre côté, on a un vide éthique et juridique béant concernant l'exploitation de la matière première extraite. Notre activité cérébrale. Et les ambitions futures ne vont pas rassurer les plus sceptiques. Non, parce que l'objectif avoué, c'est de dépasser la médecine réparatrice. C'est l'augmentation humaine. Transformer l'implant médical en un gadget grand public, genre un Fitbit dans le crâne. L'idée étant que les humains puissent surpasser leurs limites biologiques, traiter l'info plus vite, avoir des réflexes inhumains dans les jeux vidéo. On veut fusionner l'humain et la machine pour éviter d'être dépassé par l'IA. Et c'est là que la bioéthique traditionnelle vole complètement l'éclat, quand on passe du soin au dopage cognitif. Ce qui m'amène à une réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Une pensée qu'on ne trouve pas telle qu'elle dans l'enquête, mais qui en est la suite logique. Je t'écoute? Imaginons que ça se démocratise. Un système informatique capte en continu nos impulsions préconscientes, nos pics d'agressivité invisibles, nos hésitations. Tout ça est archivé sur des serveurs.
Est-ce qu'un jour, la justice pourrait réclamer l'accès à ces historiques neuronaux? Ah, pour prouver l'intention d'un crime. Exactement. Utiliser l'enregistrement de ton cortex moteur pour prouver que tu avais l'intention de commettre un acte délictueux avant même que tu n'aies physiquement bougé le petit doigt. Le droit pénal de l'intention a l'air neuronal. C'est le scénario de Minority Report, mais dans la vraie vie. C'est ça. Une perspective qui est à la fois totalement fascinante et profondément troublante. Je crois qu'on a tous besoin d'y réfléchir à 2 fois avant d'accepter ce genre de contrat. Une petite pensée à laisser infuser calmement au moment de retirer vos écouteurs.